Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet de commenter, d'analyser et de décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Au menu, ce dimanche, nous avons 5 sujets. Il s'agit de la conférence de presse du tribunal militaire qui a évoqué le mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré, le coup d'État manqué du 16 septembre dernier, l'affaire des écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Nous allons aussi parler de la rumeur du projet ou de la tentative d'évasion des 2 généraux incarcérés dans l'affaire du putsch avorté. Le Conseil national de la transition, le CNT, a adopté le 22 décembre dernier le projet de loi portant bail d'habitation locatif au Burkina Faso. Cette loi portant bail locatif a pour ambition de mettre de l'ordre dans le milieu de l'habitation privée. Va-t-elle ou peut-elle vraiment résoudre le problème de loyer au Burkina Faso? Nous lancerons le débat. La transition touche à sa fin. Le dernier conseil des ministres s'est tenu mercredi dernier. Des visites de remerciement et d'au revoir ont été organisées. Alors, quel bilan pour le gouvernement de la transition? Nous verrons tout cela avec nos confrères. Nous allons également aborder donc en fin d'émission, si le temps nous le permet, la situation au Burundi. Alors, pour parler de tous ces sujets, 4 invités sur le plateau. Il s'agit de Morin Yamongbe du mensuel Fasozine. Bonjour. Bonjour, avocat. Nous avons également avec nous Ismaël Ouedraogo de la radio Ouaga FM. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons Paul Miki Rwamba du bimensuel Le Courrier Confidentiel. Bonjour, Miki. Oui, bonjour. Et enfin, Bernard Bougouma de la radio Omega FM. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, après 27 ans au pouvoir, Blaise Compaoré est rattrapé par l'affaire Thomas Sankara. On en a parlé la semaine dernière. C'est maintenant officiel. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ancien président du Burkina Faso. Information confirmée lors de la conférence de presse du tribunal militaire le 23 décembre dernier. Tous les regards sont maintenant tournés vers la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara va-t-il livrer son ami, chers confrères? Vraiment, tu as dit qu'on a parlé de l'affaire Thomas Sankara la semaine passée, on en parle aujourd'hui, on en parlera certainement encore longtemps, tant que le dossier ne connaîtra pas un dénouement. Alors, par rapport à ce mandat d'arrêt international lancé contre Blaise Compaoré, je crois qu'il fallait s'y attendre depuis que le dossier a été réouvert, d'autant plus que si ce n'est pas lui qui a directement organiser l'assassinat, c'est sous sa responsabilité, c'est quand il était, c'est lui qui a pris le pouvoir du moins après. Donc forcément, il devait être d'une manière ou d'une autre tenu comme responsable dans cette histoire. Et nous savons que depuis 27 ans, le dossier est resté mort, est resté dans les tiroirs, on n'en a vraiment pas parlé. Aujourd'hui, à la faveur de la transition, alors il a été réouvert, donc maintenant, la grande question que tu as posée, effectivement, est-ce que Abidjan va livrer Blaise Compaoré? Ça, c'est une grande question. Et comme on ne saurait parler à la place des Ivoiriens qui ont d'ailleurs dit qu'ils n'ont pas reçu officiellement ce mandat d'arrêt international lancé contre Blaise Compaoré. Peut-être qu'à la faveur de la visite de Alassane Ouattara pour l'investiture du nouveau président du Faso, on en saura un peu plus sur la position de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors Bernard? Alors, en ce qui concerne cette affaire, ce n'est pas étonnant que, effectivement, Blaise Compaoré puisse être demandé pour qu'il vienne rendre compte, parce qu'en tant que bénéficiaire direct des événements du 15 octobre 87, parce que c'est le bénéficiaire direct, puisque le numéro 2 est devenu numéro 1, bon, on dira que, bon,
au moins, il n'a qu'à venir dire ce qui s'est passé. Ça, c'est un. Et ensuite, lui-même, lors d'une de ses sorties, avait dit que Sankara également planifiait les faire entre griffes. Donc, bon, alors, est-ce qu'il a anticipé ou bien ce sont des hommes qui ont anticipé et puis lui, il a pris le pouvoir? Donc, déjà, il y a des éléments auxquels on s'attendrait à ce que Blaise Compaoré donne des éclaircissements. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, également, on sait que Gilbert Diendéré a été toujours présenté comme homme de main de Blaise Compaoré, comme son ombre, l'homme de ses dossiers militaires. Et si Gilbert Diendéré est inculpé, bien entendu, ce qui suit, c'est le bénéficiaire direct Blaise Compaoré qui est toujours cité comme l'ombre. Voilà, donc ça, ce n'est pas étonnant. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire va livrer Blaise Compaoré? Blaise Compaoré est ami à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara doit une bonne partie de son pouvoir à Blaise Compaoré quand on tient compte de l'histoire de la rébellion. L'autre fait, c'est que Blaise est également ivoirien, bon, par alliance. Et donc, en même temps, le beau et le compatriote. Il y a les deux à la fois. Mais il y en a qui disent que la Côte d'Ivoire ne peut pas livrer son fils, bon, alors qu'il y a déjà deux à la CPI. Bon, donc, déjà, on se pose la question. Mais effectivement, c'est comme l'a dit Morin, nous ne pouvons pas répondre à la place du gouvernement ivoirien. Mais quoi qu'il en soit, la Côte d'Ivoire a des arguments au nom des différentes conventions internationales pour refuser ou pour accepter la demande d'extradition qui serait en cours selon les autorités judiciaires concernant Blaise Compaoré. Justement, lors de la conférence de presse du tribunal militaire, les conférenciers n'étaient pas au même degré d'optimisme. Le commissaire du gouvernement a parlé des motifs qui peuvent donc permettre à la Côte d'Ivoire de refuser d'extrader l'ancien président, alors que le directeur de la justice militaire voyait les choses d'une autre façon. Oui, Ismaël. Je pense que déjà dans ce dossier Blaise Compaoré, il y a un grand travail de communication à faire. Ça, c'est le premier élément. Pour moi, parce que quand je parle de travail de communication, il y a des contradictions que je ne comprends pas. Parce qu'au niveau du tribunal militaire, on nous rassure qu'effectivement, on a saisi les autorités ivoiriennes qui disent ne pas être au courant. Et vous avez parlé tout à l'heure également d'une amitié entre Blaise Compaoré et puis Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai, Bernard Bougma a soulevé un certain nombre d'éléments qui sont importants à prendre en compte. Mais est-ce que le cas Blaise Compaoré ne va pas au-delà de l'amitié? Blaise Compaoré a dirigé un pays pendant 27 ans. Alassane Ouattara ne pourra pas indéfiniment non plus se baser sur l'amitié qui le lie à Blaise Compaoré, parce que Blaise Compaoré a un précédent avec l'histoire du Burkina Faso. Il a été le chef de l'État du Burkina Faso pendant 27 ans. Et quand vous remontez l'histoire et les interviews qui ont été données par le même Blaise Compaoré en son temps, on a parlé d'arrestation de Thomas Sankara, qui s'est transformé par son meurtre. Est-ce que dans ce cas de figure-là, quelqu'un qui tue dans son pays ou bien qui est présumé coupable du meurtre dans son pays, eh bien, il faut savoir tout simplement que même si l'histoire, ça va être assez compliqué, il faut qu'il vienne rendre compte un jour dans son pays, parce qu'il ne pourra pas indéfiniment non plus fuir son pays. Il est marié à une Ivoirienne. Par alliance, il peut avoir la nationalité ivoirienne. Mais n'oublions pas également qu'il a été président du Burkina Faso pendant 27 ans. Et la logique aurait voulu qu'il vienne rendre compte. Et puis, quand on regarde un peu tous les chefs d'État qui sont annoncés à Ouagadougou pour l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré, à mon humble avis, le plus attendu de tous les chefs d'État, c'est Alassane Ouattara, parce que au-delà de cette cérémonie officielle qu'on verra où il va venir féliciter le nouveau président burkinabé, on voudrait bien savoir qu'est-ce que lui et Roch Marc Christian Kaboré vont se dire sur les questions qui fâchent actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce qu'on parle beaucoup de Blaise Compaoré avec ce mandat d'arrêt international qui a été émis contre lui, mais on n'oublie pas non plus l'affaire Guillaume Soro qui va s'inviter dans les conversations, parce que lui-même il l'a dit qu'il appartiendrait aux deux chefs d'État de le gérer au plus haut sommet de l'État. Donc, pour moi, ça va prendre peut-être du temps, mais quand je regarde un peu l'histoire nous apprend toujours que les anciens dirigeants des pays peuvent fuir, mais ils finiront par être rattrapés un jour. Et Charles Taylor, quand on voulait qu'il quitte le pouvoir, on a trouvé les mesures nécessaires pour qu'il parte, mais il a fini par se retrouver à la haie un jour. D'accord. Alors, Paul? Alors, il faut d'abord dire qu'il était inimaginable d'instruire ce dossier Thomas Sankara en l'absence du président Blaise Compaoré. C'est ce qui justifie, de mon point de vue, ce mandat d'arrêt international contre sa personne. Je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, tout le débat va se poser au niveau de la volonté ou non du président Alassane Dramane Ouattara de livrer, si vous voulez, son ami et beau-frère Blaise Compaoré. Parce qu'il est question ici d'amitié, de devoir, de gratitude, en tout cas,
envers le président burkinabé, l'ex-président burkinabé, j'allais dire ainsi. Parce que vous savez sans doute que Blaise Compaoré est pour beaucoup dans l'élection du président Ouattara, dans la résolution d'ailleurs de la crise ivoirienne qui a duré une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, au-delà de Ouattara, qui est reconnaissante vis-à-vis de Blaise Compaoré. Donc il va falloir que l'on s'attende à ce que les Ivoiriens fassent des pieds et des mains pour protéger Blaise Compaoré. Alors que, bon, ici, on a plus l'Ivoirien, vous l'avez dit, il est Ivoirien désormais, le président Compaoré. Il est aussi burkinabé, mais on a beaucoup plus besoin du burkinabé, ancien chef d'État du Burkina, ici pour répondre de cette affaire Thomas Sankara. Alors, si j'étais à la place du président burkinabé, j'allais demander moi-même de venir, répondre face à la justice burkinabé, ce qui n'est pas évident parce qu'on a déjà parlé, on a parlé tantôt d'inculpation, on n'a pas encore parlé de condamnation. Peut-être qu'il pourrait s'en sortir, qui sait. Maintenant, le fait de refuser soi-même de venir répondre face à la justice burkinabé, c'est comme une condamnation déjà de principe. Maintenant, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il ne faut peut-être pas s'attendre à ce que la Côte d'Ivoire livre Blaise Compaoré. Peut-être qu'il faut attendre la fin du mandat du président Ouattara pour espérer une extradition. Donc, on sera dans une logique où le dossier risque de s'inscrire dans la durée par rapport à cette extradition. Peut-être qu'en l'absence de Blaise Compaoré, ce sont les autres inculpés qui risquent de payer à sa place, ou alors l'affaire va traîner en justice, comme on a vu l'affaire de certains autres chefs d'État en Afrique qui traînent dans la durée, et finalement, c'est des procès marathons que l'on voit, comme c'est le cas de Hissène Habré aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce que je vois. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les magistrats militaires burkinabés devraient peut-être attendre encore longtemps avant de voir comparaître l'ancien président burkinabé. C'est d'ailleurs ce que le tribunal militaire a dit à sa conférence de presse, puisque en faisant la conférence de presse, les juges militaires ont également donné les différentes options qui s'offraient à la Côte d'Ivoire pour ne pas extrader Blaise Compaoré. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans cette logique. D'accord, oui. Oui, un point important que je voulais souligner toujours sur le cas Blaise Compaoré, c'est vrai qu'on parle d'un ancien chef d'État qui, par alliance, a la nationalité ivoirienne et peut s'en procurer pour ne pas peut-être venir au Burkina Faso pour répondre. Mais un ancien dirigeant, le minimum, c'est venir répondre parce que Blaise Compaoré, même s'il revenait au Burkina Faso, à coup sûr, il ne serait pas traité comme un vulgaire détenu. Quelqu'un même disait la dernière fois que même s'il est condamné aujourd'hui, peut-être condamné, mais il va peut-être être amené dans son village, comme on a vu avec Moussa Traoré au Mali. Donc, au fil du temps, peut-être on va l'élargir. Ce que je voulais dire sur le cas ivoirien, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'amitié entre Blaise Compaoré et Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara doit beaucoup à Blaise Compaoré, mais un fait important, c'est qu'au niveau des organisations de défense des droits humains en Côte d'Ivoire, on commence à donner de la voix, parce que si des ONG et des organisations de la société civile ivoirienne commencent à donner de la voix pour dire que la Côte d'Ivoire ne saurait être une terre d'impunité où des dirigeants qui sont poursuivis dans leur pays peuvent venir de façon très allègrement vivre en bonne intelligence sans qu'il y ait des poursuites contre eux, ça pose nettement problème. Donc je pense que Alassane Ouattara pour le moment peut être un homme fort, mais si la pression s'accentue autour de son pouvoir sur le cas Blaise Compaoré à un moment donné, je ne dirais pas qu'il va céder aussi facilement, mais quand on met l'accent sur la question de défense des droits humains, peut-être que ça pourrait aboutir. Oui, Bernard. Oui, et puis même par rapport à cette question, il y a pas mal de pression que Alassane Ouattara va avoir à un moment donné. Parce que non seulement il y a le cas Blaise Compaoré qui l'encombre, mais il y a également les anciens Comzones également qui sont là, certains sont dans le viseur des juridictions internationales, parce que plusieurs fois été cités dans les rapports des organisations internationales de défense des droits humains pour leur atteinte grave aux droits humains. Et donc, il y a ces personnalités-là que Alassane protège. Et il y a Blaise Compaoré également qui est là. Et si, comme Ismaël l'a dit, si les organisations ont commencé à donner de la voix pour que les uns et les autres répondent de leurs violations des droits humains, à un moment donné, et vers la fin de son mandat, je pense que Alassane Ouattara également voudra faire mention honorable de son mandat, il n'aura pas le choix que de livrer certains. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, je pourrais même que vers la fin du mandat d'Alassane, peut-être maintenant, mais peut-être même vers la fin du mandat, Alassane sera obligé de lâcher du lest par rapport à Blaise Compaoré. D'accord. En tout cas, il y a au total 12 personnes qui sont inculpées dans cette affaire Thomas Sankara, dont 6 en détention, 2 sous mandat d'arrêt international et 4 non détenus, dont un décédé. Alors, il y a eu aussi de la communication au cours de cette conférence de presse sur les tests ADN qui ont été donc effectués sur les restes
de l'ancien président Thomas Sankara. Alors, selon les résultats, ces tests n'ont pas permis donc d'avoir assez d'ADN pour faire confirmer scientifiquement que les restes sont bel et bien ceux de feu président Thomas Sankara. Alors, il y a certains qui voient déjà donc une façon d'empêcher la manifestation de la vérité. Moré. Non, ça montre, ça dénote de toute la complexité du dossier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, comment on appelle ça, pessimistes. Hein, il y a d'autres qui sont un peu plus, restent dans une logique que je trouve tout à fait normale. C'est un dossier, dans toutes les histoires, dans les histoires de tous les pays, de la plupart des grands pays, on a souvent ces genres de dossiers qui ne sont d'ailleurs jamais élucidés, ou bien qui mettent vraiment longtemps. On a l'affaire Kennedy aux États-Unis. Aujourd'hui, qui peut dire qui a tué Kennedy? Personne ne le sait. Les gens, peut-être certains le savent, mais ils pensent qu'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas intérêt à ce que la vérité soit connue, la vérité ne sera jamais connue. Donc nous, on va faire des débats ici, on va beaucoup épiloguer et tout, mais c'est pas évident. Les gens savent, dans l'intérêt d'un pays, dans l'intérêt d'un continent, dans l'intérêt du monde entier, ils savent ce qu'il faut cacher, ce qu'il ne faut jamais sortir. Il y a des boîtes noires. D'ailleurs, moi, j'étais en train de barader avec un diplomate un jour qui m'a dit « Ah, vous avez appris une boîte noire, mais vous n'avez pas intérêt à l'ouvrir, cette boîte noire, gardez-la hermétiquement fermée. » Et donc, maintenant, c'est aux autorités qui vont venir, justement, c'est à elles de poursuivre cette lancée dans laquelle se trouve la transition aujourd'hui, c'est-à-dire la soif de vérité qui caractérise le peuple burkinabé et qui veut savoir ce qui se passe effectivement. Maintenant, cette affaire, c'est comme je le disais, hein, on a eu des cas où, après des siècles même, on a pu utiliser l'ADN pour savoir réellement quel est tel personnage, quelle est telle personnalité. Mais si aujourd'hui, après 27 ans, on nous dit qu'on ne peut pas trouver de traces et que cet ADN, ce test ADN n'a rien donné, bon, c'est des doutes, bien sûr. Des doutes, mais il y a quand même un élément important qui a été avancé par les avocats de la famille Sankara qui ont dit clairement que même si on n'avait pas pu confirmer de par les tests ADN, cela n'entache en rien l'évolution normale du dossier parce que les premiers signes qui ont été donc trouvés ont permis quand même d'avoir une avancée. Et même quand on vous parle aujourd'hui des personnes qui ont été inculpées, ça veut dire que le dossier avance. Mais à tous les niveaux, on vous dira également que le dossier Thomas Sankara, c'est un dossier éminemment politique parce que le nouveau régime qui arrive, comme Morin l'a si bien dit à ce niveau-là, a du pain sur la planche parce que la question de la justice, la question de lutte contre les crimes de sang et les crimes économiques, il va falloir beaucoup travailler à ce niveau parce que si au niveau de la transition, on a fait l'effort d'avancer sur ces dossiers parce que avant que Blaise Compaoré ne chute, qu'il ne soit chassé du pouvoir par la rue, à aucun moment on ne s'attendait à ce qu'un jour, on arrive même à ouvrir les tombes, mais quand on vous dit aujourd'hui que ces personnes-là n'étaient pas inhumées en bonne et due forme, de telle sorte qu'avec le temps, la pluie et tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses ont effacé par les éléments de la nature, les preuves qui puissent attester effectivement qu'on puisse avoir les ADN qu'il faut, ça se comprend aisément aussi, mais je dirais que est-ce que ça peut être un élément majeur pour qu'on puisse triompher, pour que la vérité puisse triompher dans ce dossier? Pour les avocats en tout cas, qui sont les premiers acteurs de cette procédure judiciaire, il n'y a pas véritablement matière à débat parce que même si l'ADN n'a pas confirmé effectivement que c'était la sépulture du feu président Thomas Sankara, ça n'empêche en rien que le dossier se poursuive. Oui, Alors, je voudrais faire remarquer déjà que cette histoire du test ADN, ce n'est qu'un élément du dossier Thomas Sankara, parce qu'il était question à travers les prélèvements ADN de montrer si oui ou non la sépulture qui a été présentée comme étant celle de feu le président Thomas Sankara était bien là où les restes du président, de l'ancien président burkinabé ont été enterrés. Donc ça, c'est vraiment un élément dans le dossier. Alors, il est un fait que Thomas Sankara a disparu depuis le 15 octobre 1987 jusqu'à aujourd'hui, donc il est évident qu'il a été assassiné. Donc, c'est le vrai problème, c'est de la justice pour Thomas Sankara. C'est la justice, c'est qui a tué et qui a ordonné de tuer, etc. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, en deuxième lieu également, pour cette question de test ADN toujours, il faut peut-être dire que j'écoutais un Français qui se présente comme étant un spécialiste du Burkina Faso sur une chaîne internationale qui disait quand même qu'il ne fallait pas s'attendre à autre résultat lorsqu'on prend ces tests ADN et qu'on se retrouve dans un laboratoire français, alors qu'on sait très bien que la France avait été citée
dans le dossier Thomas Sankara. Donc on ne pouvait pas s'attendre à autre résultat pour lui. Et je partage totalement son point de vue. Il aurait fallu envoyer ces éléments ADN dans un autre laboratoire, d'un autre pays, si vous voulez. Et il y en a beaucoup, hein, en Allemagne, aux États-Unis, on aurait pu trouver des laboratoires beaucoup plus, j'allais dire, indépendants qui auraient pu faire ce test-là. Donc c'est pour dire que bon, les résultats qu'on a, on a zéro résultat d'ailleurs. Donc peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à ça. Et moi, je suis fondé à croire qu'on pourrait prendre ces mêmes ADN, ces mêmes prélèvements, et ces mêmes restes-là, se retrouver dans un autre laboratoire quelque part au monde et qu'on aurait eu peut-être d'autres résultats. Donc j'insiste là-dessus, ce n'est qu'un élément du dossier. Et le plus important, c'est de rendre justice à Thomas Sankara en sanctionnant les assassins du 15 octobre 1987. Oui, Bernard. Oui, effectivement, comme l'a dit Paul Mikuramba, ce n'est qu'une pièce du dossier. Et puis, rappelons-nous du contexte dans lequel, à un moment donné, la famille Thomas Sankara a demandé pour voir si réellement c'est Sankara qui est. C'est à un moment donné où le dossier est en train d'être bloqué. Il fallait trouver quelque chose pour pouvoir maintenir le dossier de Thomas Sankara en l'état. Donc, comme l'a dit Bénéwendé Sankara, cela n'entache pas la procédure judiciaire qui est engagée. Mais ça maintient quand même le doute. Les uns et les autres vont épiloguer. Est-ce que réellement c'est Sankara? Est-ce que ce n'est pas Sankara? Mais comme l'a dit effectivement le spécialiste en question, d'ailleurs la France a refusé, même avec le gouvernement Hollande, l'accès de ses archives au niveau, le Parlement a refusé. Voilà, ça c'est déjà un point. Donc envoyer ça en France, on prenait en même temps le risque, sans vraiment juger de quoi que ce soit, on prenait le risque que ça n'aboutisse pas, parce que quoi qu'il en soit, il y a un problème politique derrière tout ça. Donc il y a toute une intelligence internationale qui aurait travaillé en son temps sur l'élimination de Thomas Sankara. Et si les éléments de cette intelligence internationale sont toujours en place, ce n'est pas évident. Donc, les personnalités qui ont un fort caractère de mythe aussi ont cette force-là. C'est comme le cas Kennedy jusqu'à présent aux États-Unis. Bon, c'est bizarre, mais bon, je ne sais pas si tout ça c'est pour entretenir le mythe autour de la personnalité. Mais l'important, c'est que cela n'entache pas la poursuite du dossier pour l'éclatement, pour que ce soit jugé, on sache qui a fait ici, qui a condamné, qui a exécuté. Parce que ceux qui ont enterré Thomas Sankara ont affirmé qu'ils étaient là-bas, c'est la tombe. Peut-être que c'est après l'enterrement que quelqu'un est venu déterrer, sinon eux ils l'ont enterré et c'est la même tombe. Oui, la famille a d'ailleurs reconnu donc les effets personnels. Les effets personnels. Donc d'habillement notamment du président Thomas Sankara. Alors la conférence de presse a également abordé un autre sujet beaucoup plus récent, notamment le coup d'État du 16 septembre dernier. Il y a 52 inculpés dans ce dossier, dont 43 détenus. On peut dire que les choses avancent un peu plus rapidement. Ismaël. Je dirais tout simplement qu'on n'a fait que nous donner des chiffres, du nombre de personnes détenues au niveau du tribunal militaire, au niveau de la maison d'arrêt de correction des armées. Mais je trouve que sur le dossier du putsch, quand même, ça évolue, mais plutôt lentement. Vous savez, la justice est ce qu'elle est. On ne vous dira pas non plus qu'il faut aller très vite, parce que aller très vite, c'est pouvoir peut-être condamner des gens qui seraient innocents, parce qu'il faut prendre tous les éléments d'information nécessaires, mener toutes les investigations qu'il faut. Alors 52 personnes inculpées avec des gens qui sont hors du pays, parce qu'il faut poursuivre. Il y a d'autres personnes également qu'il faut faire revenir. Je dirais que sur le dossier du putsch, au moins, c'est un dossier plutôt léger à gérer au niveau du tribunal militaire. Pourquoi je parle de dossier léger? Même si en apparence on dirait que c'est compliqué, le principal bénéficiaire de putsch, c'était Diendéré, puisque c'est lui qui a assumé les responsabilités de président du CND. Qu'est-ce qui l'a poussé à accepter? Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Il ne peut pas non plus nier le fait que, oui, il n'était pas au courant de cette manœuvre qui a été orchestrée de toutes pièces par des éléments qui étaient sous son contrôle, notamment l'ex-régiment de sécurité présidentielle. C'est comme si on allait transposer les faits. Aujourd'hui, on parle du dossier Thomas Sankara où c'est assez compliqué à gérer, mais le principal bénéficiaire du dossier Thomas Sankara, c'était Blaise Compaoré. C'est lui qui a assumé le pouvoir pendant 27 ans. Pourquoi on n'a pas choisi un autre officier à l'époque pour diriger le Burkina Faso et c'était lui? Si on part du principe que c'est la même situation que Diendéré a voulu perpétrer en 2015, ça veut dire que si aujourd'hui Diendéré, sa responsabilité est reconnue, notamment dans les meurtres qui ont été perpétrés le temps du coup d'État, ça veut dire que Blaise Compaoré, dans la même dynamique, peut être condamné de la même manière. Et bon, c'est vrai que la procédure judiciaire, elle est tout autre, mais quand on pose les faits de cette manière-là, la vérité semble plutôt évidente. D'accord. Alors, Morin, c'est rapide, c'est lent, selon vous, la procédure sur le putsch?
Non, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à la place du juge d'instruction qui prend son temps pour écouter tout le monde et puis avoir un dossier, parce que c'est toujours mieux d'avoir un dossier bien instruit pour aller au procès que d'avoir un dossier bâclé et avoir un procès très rapide. Donc, je me dis que forcément, le juge d'instruction, il prend le temps qu'il faut. Le dossier avance, d'autant plus que on a tous ces inculpés, comme vous le dites. Il y a peut-être encore certains qui sont dehors. Mais si le juge pense que le procès peut se tenir, il va tenir le procès. Et ces gens peuvent être condamnés par contumace. Et de toute façon, n'oublions pas que tous ces gens sont des présumés coupables. Ils bénéficient encore de leur innocence. Donc, ce n'est qu'après le procès qu'on pourra dire s'ils sont coupables ou pas. On ne va pas comment on appelle ça, travailler comme la rue qui a déjà son coupable, qui est déjà dans sa logique et tout. Donc on va laisser la justice travailler et puis on attend. Alors moi je constate que depuis la phase de la commission d'enquête sur le coup d'État, il y a eu pas mal de personnes qui ont été entendues. Il y en a qui ont été entendues, qui ont été libérées, il y en a qui ont été incarcérés. Cela veut dire que la procédure suit son cours normal et je pense que ça évolue à un rythme quand même raisonnable parce qu'on a quand même 52 personnes qui sont inculpées, incarcérées et tout. Alors, je partage totalement le point de vue d'Ismaël Ouedraogo qu'il s'agit là d'un dossier plutôt léger, hein, c'est un point de vue peut-être personnel à nous, et sans être spécialiste du droit, surtout pas du droit militaire, mais on sait quand même que dans ce cas de coup d'État, on n'a pas, lorsqu'on regarde les gens qui ont en charge le dossier, personne n'a intérêt à mettre le pied sur le dossier. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a intérêt à ce que la vérité ne soit pas dite ici. Tous ceux qui avaient intérêt à ce que l'affaire soit noyée se retrouvent à la maison d'arrêt de correction des armées. Donc ça veut dire que les magistrats, théoriquement, ont les mains totalement libres pour instruire ce dossier. Et je crois très sincèrement que c'est un dossier qui va aller très vite, beaucoup plus rapidement que le dossier Thomas Sankara et les autres dossiers qu'on a connus, les autres dossiers emblématiques que le Burkina a connus. Donc, je crois quand même qu'on va aller tout de suite vers la fin du dossier. Voilà, les procès d'abord, et puis la fin totalement du dossier, et que les différents inculpés vont peut-être répondre de leur forfait au niveau des différentes prisons. D'accord, oui, Bernard. Je vais emboucher la même trompette. C'est un dossier, à mon sens, léger, du moment où le push n'a pas duré. Les autorités ont été vite rétablies et les éléments de preuve, les personnalités incriminées, et surtout les personnalités de première main comme le général Gilbert Diendéré qui a assumé la responsabilité, a vite été maîtrisé avec l'ensemble, avec un certain nombre d'éléments déjà. Il y en a qui ont pu fuir, c'est vrai, mais je dirais que l'essentiel, hein, le gros lot, en mon sens, est là. Donc déjà le cerveau et tout, ils sont là. Que ce soit les personnalités civiles ou les personnalités militaires, en tout cas, ces personnes-là sont là. Maintenant, si le juge estime que le travail qui a été fait, c'est suffisant pour passer à l'étape de jugement, oui. Sinon, ça a été beaucoup plus facile parce que dès que les autorités ont été vite rétablies, tout a été rassemblé et puis bon, les preuves matérielles, les victimes, qu'elles soient les victimes, les blessés sont là, les victimes, les dommages matériels, tout ça. Donc, c'est contraire, par exemple, après l'insurrection, il y a eu un temps, les nouvelles autorités sont venues, il y a des preuves qui ont été effacées et tout. Mais ça n'a pas eu les mêmes effets. Donc, c'est encore beaucoup plus facile à gérer, sauf ceux qui sont partis, mais c'est comme l'a dit Morin, c'est les jugements par contumace, et puis voilà. Maintenant, pour moi, le rythme, il est raisonnable parce qu'il y a des auditions d'ailleurs qui continuent. Il y en a qui ont été auditionnés qui ont été libérés pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Donc je pense que le rythme, à l'allure où vont les choses, c'est un rythme, j'allais dire, raisonnable. Et on est d'autant plus rassuré que le dossier d'ailleurs est au tribunal militaire, qui est beaucoup plus libre, à mon sens, par rapport, sans vraiment partir plus quoi. Je me dis que, bon, comme nous expliquons, les spécialistes pensent que quand ça est là-bas, c'est beaucoup plus sûr. Il n'y a pas beaucoup de dossiers au niveau du tribunal militaire, comme c'est le cas. Tout à fait. Des autres, donc le juge a beaucoup plus, il est beaucoup plus libre pour pouvoir. Mais moi, je voudrais quand même qu'on fasse une petite différence, un distinguo entre la commission d'enquête qui est administrative et le militaire et l'instruction. Voilà.
donc en place pour enquêter sur ce putsch. Alors, un autre sujet qui a été abordé pendant donc cette conférence de presse, c'est l'affaire des écoutes téléphoniques. On ne va pas beaucoup parler de ça aujourd'hui, on en a discuté la semaine dernière, mais je vais juste dire que finalement, l'affaire est entre les mains de la justice militaire puisqu'on parle de scellés et que les bandes donc sont scellées et seront examinées donc par un expert en la matière. Alors, la semaine a été marquée donc par une autre affaire, les rumeurs de tentatives d'évasion, j'allais dire des deux généraux impliqués justement dans le putsch manqué ou le coup d'État du 16 septembre dernier. Alors, selon vous, ce sont des informations crédibles. Qu'est-ce que cela vous inspire donc comme commentaire, Paul Niki? Alors, vous avez parlé de rumeurs, Abouakar Sagnon, c'est effectivement des rumeurs. En tout cas, jusqu'à l'étape actuelle où nous sommes, on parle de rumeurs parce que l'information a circulé sur les réseaux sociaux. Deux généraux ont failli être libérés par des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il s'agit des généraux Bassolé et Diendéré. Alors, on attend que la justice militaire parle. En tout cas, il faut que le ministère de la Défense, tous ceux qui sont concernés par ce dossier-là, s'expriment pour qu'on puisse avoir la vraie version. Maintenant, et si c'était avéré, puisque bon, selon les informations que nous avons, le coup a été déjoué à sa phase de préparation. Ça n'a pas encore eu le temps, ça n'avait pas encore eu le temps d'être mis en exécution. Voilà, donc si c'était avéré, c'est vraiment curieux quand même. Hein. Moi, je me pose mille et une questions. Comment est-ce que des gens peuvent avoir cette idée d'aller libérer ces généraux? D'abord, est-ce que ce sont les généraux qui ont demandé à ces éléments de les libérer, ou alors c'est eux qui ont pris sur eux la responsabilité d'aller défendre, d'aller libérer leur, comment je vais appeler ça, leur chef, leur champion à l'époque? Donc, c'est des questions comme ça que je me pose. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui même les généraux Bassolé et Diendéré ont intérêt à être libérés de cette manière? Une cinquantaine d'éléments de l'ex-RSP qui vont tenter de libérer ces gars, même s'ils avaient reçu leur coup. Je me demande où est-ce qu'ils allaient aller avec leurs généraux. C'est peut-être un exil ou je ne sais pas quoi, tout ce monde-là. Mais en même temps également, je voudrais terminer pour dire que cette histoire-là rappelle aux uns aux autres que les éléments de l'ex-RSP, bien qu'ils dessous existent encore, si c'était avéré, c'est qu'il va falloir redoubler de vigilance parce que même si on dit qu'ils ont été affectés dans les différentes garnisons du Burkina, cela prouve également qu'ils ont toujours la possibilité de se remettre en intelligence. Et c'est peut-être le moindre mal, cette tentative d'évasion. Ils peuvent être capables du pire s'ils existent encore et qu'ils sont encore libres de leur mouvement et qu'ils ont encore le courage de se remettre en intelligence pour commettre des forfaits dans ce pays. Oui, Ismaël. Moi, ce que je dirais, vous avez bien fait de commencer à parler de rumeurs parce que quand moi j'ai vu la rumeur comme tout le monde, la première des choses, le premier réflexe que j'ai eu en tant que journaliste, c'est de vérifier au niveau du ministère de la Défense pour savoir effectivement est-ce que c'est vrai. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucune confirmation au niveau du ministère de la Défense, en tout cas dans leur service de communication et tout ce que vous voulez. Ils ne m'ont pas confirmé et aucun communiqué officiel, je n'en ai connaissance à l'heure où on se parle du démenti ou encore de la confirmation de cette information. Ils n'ont pas infirmé non plus. Voilà. Donc, de toute façon, pour moi, c'est un dossier tellement sensible que si effectivement il y avait eu, bon, moi je ne parlerai même pas de tentative d'évasion parce qu'il faut savoir utiliser le mot qu'il faut. Tentative d'évasion ou tentative d'exfiltration, je ne sais pas. Parce que si c'est un coup qui viendrait de l'étranger ou de dehors, on tenterait peut-être de les exfiltrer de la MACA au lieu de parler d'évasion, parce que évasion, c'est que ceux qui sont à l'intérieur prennent l'initiative de partir ou encore de... Peut-être on a vu les balades pétroliers ici qui ont pu s'évader de la MACO ou encore des détenus qui tentent dans certaines prisons d'enlever des briques pour pouvoir s'évader. Ça, ce sont des cas d'évasion. Mais je parlerai plutôt peut-être si ça se confirmait de tentatives d'exfiltration. Mais ce que je voudrais dire tout de même, vous savez que c'est très délicat et très sensible. Pourquoi je dis aujourd'hui que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de confirmation ou d'information, comme il a signalé Paul Mikuramba tout à l'heure. Vous faites le point globalement de cette affaire, vous allez vous rendre compte que vous vous renseignez, puisque ce sont les gars de sécurité pénitentiaire aujourd'hui qui assurent la sécurité de ces prisons, parce que les militaires n'avaient pas les moyens, puisqu'ils n'ont pas été formés pour ça. Les GSP vous disent que le dispositif sécuritaire n'a pas bougé d'un iota au niveau de la MACA. Ils n'ont eu aucune information d'une quelconque tentative d'évasion ou d'exfiltration de ces détenus. Alors, qui a intérêt aujourd'hui à ébruiter une telle information? Qui a véhiculé ce message? Moi, c'est ce que je veux savoir parce que, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire,
S'il s'avérait que c'était faux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, qui fait de la manipulation pour davantage enfoncer ses prisonniers. Parce que des gens qui sont en prison, qui sont gardés dans des lieux sûrs et sécurisés, et on parle de tentatives d'évasion ou d'exfiltration, c'est quelqu'un qui certainement entretiendrait cette rumeur-là pour les noyer davantage, parce que aujourd'hui, on est dans un processus de telle sorte que je me dis qu'au niveau des autorités burkinabées, on ne peut pas s'amuser à mettre ces messieurs-là dans une situation où... Parce que rappelez-vous, quand Diendéré était détenu à la gendarmerie au camp Paspanga, vous n'aviez même pas accès au camp Paspanga parce qu'il y avait des chars qui étaient prépositionnés un peu partout. C'est parce qu'ils ont quand même les garanties nécessaires, qui sont tellement bien gardés qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Maintenant, si c'est effectivement un coup qui était réel, je pense que le ministère de la Défense depuis un bout de temps communique assez. Ils auraient dû faire une sortie médiatique sur le sujet. Je suis entièrement d'accord avec Ismaël, et je me demande bien, comme on le dit, à qui profite le crime. Parce que là, moi, je dis que l'affaire est tellement sensible que dès les premières heures même, on aurait eu un communiqué du ministère de la Défense, un communiqué des forces armées pour nous dire qu'effectivement, il faut redoubler de vigilance parce qu'on a assisté à une tentative d'exfiltration. Parce qu'effectivement, quand on parle d'évasion, moi, ça me ramène à mes bandes dessinées, Lucky Luke, que j'adorais avec les Dalton, les frères Dalton et tout. Donc, qui a intérêt aujourd'hui à enfoncer davantage D'abord, on n'a pas parlé que des généraux, on a dit que c'était une tentative de faire sortir des détenus à la Mako, dont les généraux. Voilà. Donc, on aimerait savoir réellement ce qui s'est passé. Mais en même temps, quand tu discutes avec des officiers et certaines autorités, c'est des gens qui te confirment que c'est vrai. Mais ils ne sont pas en mesure de le dire officiellement. Oui. Voilà, donc il y a un flou mais extraordinaire qui plane autour de cette affaire. Moi particulièrement, je suis allé à la Mako le jeudi. C'est le jeudi que, à la Maka du moins, c'est le jeudi que ça a pris. Et comme Ismaël le dit, le dispositif sécuritaire n'a pas bougé, n'a pas changé. C'est de la même manière que j'ai rencontré les gens qui sont inculpés et tout. Je ne sais pas. C'est quand je suis sorti de la Maka justement que j'ai eu l'information. J'ai dit, mais moi je viens de là-bas, je n'ai pas vraiment senti quoi que ce soit et tout. Mais justement, comme je l'ai dit, il y a des gens qui vous le confirment. Et on ne sait pas pourquoi il n'y a pas encore eu ce communiqué officiel, une communication autour de ça. Oui, Bernard. Je pense que on s'en sort difficilement parce qu'il y a des concepts. Projet, planification, tentative d'évasion, tentative de libération. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on s'embrouille. Nous, chez nous, l'information a été publiée. Ça, je ne peux pas nier. Mais nous avions dit que c'était à l'étape de planification. Mais c'est le titre qui trompe, tentative d'évasion. Maintenant, mais il y a des sites qui ont été précis. Il y a des sites qui ont dit... Oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont confirmé? Maintenant, j'en venais. Donc, renseignement pris, effectivement, vous avez des gens qui vous disent, au niveau de l'état-major, certaines personnalités qui vous disent, oui, mais c'était à l'étape de projet. C'était dans la phase de planification, mais ce n'était pas sur le théâtre des opérations. En ce moment, quand on parle d'évasion, de libération, c'est quand l'opération était en cours, mais ce n'était pas cela. Mais est-ce qu'un projet était, ou bien une planification était initiée dans ce sens? Oui. Ça, ils disent oui. Et le jour, le 25, moi, personnellement, je reçois un coup de fil qui dit qu'il y a un démenti de l'armée. Je dis, ah bon? Il dit, ok. Moi, j'ai appelé le service communication pour demander la version officielle du démenti est publiée. Ils disent qu'il n'y a pas un démenti officiel. J'ai dit, mais qu'est-ce qui circule? Ils disent, non, c'est des gens qui ont pris des infos par gauche, mais de façon officielle, l'état-major n'a pas encore ni démenti, ni confirmé. C'est ce qui fait que, pour le moment, je demande, mais c'est là maintenant, ce dernier également est rentré dans les explications pour dire, bon, l'étape de projet, ils en ont entendu parler, il y a planification, ils en ont entendu parler, mais étant donné que les forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive, ils ont pris l'affaire au sérieux et sont en train d'investiguer là-dessus. Donc pour le moment, effectivement, il n'y a aucun communiqué ni officiel pour confirmer ou infirmer, ne serait-ce que le projet ou la tentative, parce que ça fait deux étapes différentes à ce niveau-là. Je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau-là que, bon, il faut qu'on se comprenne. Oui, voilà. Donc, c'est beaucoup plus à l'étape de projet de planification, selon nos sources d'information. D'accord. On va évoluer dans le débat parce qu'on est pris
On est pris par le temps. Nous avons 1 heure pour parler de plusieurs sujets en même temps. Alors, au CNT, on a adopté une loi, donc le 22 décembre dernier, la loi sur le bail locatif, une loi votée dans le but d'assainir le secteur de l'habitat et de réguler le prix des loyers au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que cette loi va changer quelque chose fondamentalement dans ce secteur? Paul Miki. Alors, d'abord, peut-être que cette loi, on pourra l'appeler la loi Bagoro sur le bail locatif, parce que c'est le ministre Bagoro qui a pris l'initiative depuis sa prise de fonction de faire en sorte que soit régulé au Burkina les baux locatifs. Alors, donc, c'est vraiment tout à son honneur. Et puis, bon, c'est une loi que l'on doit féliciter. Maintenant, sur le terrain, comment est-ce que ça va se passer? Ça va être difficile, de mon point de vue, que les bailleurs suivent cette loi, parce que quand on regarde, c'est assez clair, hein, on vous dit le loyer annuel doit être autour de 7% de l'ensemble des investissements. Maintenant, le débat va se poser au niveau des investissements, ça c'est sûr. Lorsque on sait comment les gens construisent les maisons ici, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de pièces justificatives des dépenses effectuées. Alors, lorsque on vous présente une maison qui ne vaut pas 7 millions et le propriétaire vient dire qu'il a construit à 15 millions de francs CFA, il ne sait pas comment est-ce qu'on pourra s'en sortir dans ça. Et je crois également que le texte au Burkina s'est inspiré d'un autre qui existait et qui a prévalu au Sénégal. Là-bas, il semble d'ailleurs que le texte existe, mais son application pose problème. J'ai suivi un peu les débats qui ont précédé l'adoption de cette loi. Il était question de faire en sorte qu'on ait une loi qui soit réellement opérationnelle sur le terrain. Alors, lorsqu'on la parcourt, hein, il y a des mesures qui sont assez claires, qui doivent permettre en tout cas aux différents locataires, aux bailleurs également, de savoir à quoi s'en tenir. Maintenant, moi, je ne suis pas très optimiste, hein. En tout cas, dans l'immédiat, il ne faut pas que ceux qui sont en location s'attendent à ce qu'il y ait une baisse sensible de leur loyer. Peut-être que là où cette loi peut être saluée, c'est que lorsqu'on regarde dans les 20 dernières années, hein, il y a eu une montée vertigineuse des prix des loyers au Burkina, surtout à Ouaga. Hein, si on prend le cas de Ouaga, les coûts ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, les loyers sont extrêmement chers. Peut-être que cette loi aura l'avantage de freiner en tout cas cet élan. Et il faut peut-être attendre 35 ans pour voir les effets sur le terrain. Donc, c'est déjà une bonne chose que la loi soit adoptée. Et bon, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. D'accord, oui, Ismaël. Je dirais qu'on parle de la mise en œuvre de cette loi dans 1 an, je pense. Dans 1 an que ça va commencer dans l'application. Mais cette loi n'apportera absolument rien en matière de changement au Burkina Faso sur les loyers. Je vous le dis pourquoi. Vous avez des parcelles qui coûtent au bas mot 5 millions. Il faut d'abord commencer à ce niveau parce que les gens n'arrivent même pas à s'offrir des parcelles au Burkina Faso. Il y a tellement de spéculation autour des parcelles aujourd'hui que quelqu'un qui achète une parcelle à 5 millions, 6 millions, il investit même 4 ou 5 millions dedans, il est à 11 millions, alors que sur la base qui a été utilisée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, on parle d'un habitat qui a été réalisé à hauteur de 7 millions de francs CFA. Donc avec 40 000 francs le mois, sensiblement on peut éponger donc les dépenses qu'on a eu à faire. Mais ce n'est pas possible pour le cas du Burkina Faso parce que les parcelles coûtent trop cher. Deuxième élément, le matériel de construction coûte trop cher. Donc du coup, les gens ne vont pas s'en sortir. Et puis, Miki a parlé tout à l'heure de l'exemple du Sénégal. Mais au Sénégal, 2 chambres salon qu'on peut gagner à 50 000 francs à Ouagadougou, au Sénégal, au Bamo, ça fait 150 000. Il n'y a même pas photo. Et puis, l'autre élément qui risque de ne pas aboutir, c'est qu'on dira qu'il faut d'abord répertorier toutes les maisons d'abord qu'on a qui peuvent valoir tel ou tel prix. Ensuite, le ministère, là où je salue un peu cette loi, c'est le fait qu'il doit y avoir désormais un contrat entre les bailleurs et le locataire. Parce que pendant longtemps, l'État a perdu beaucoup de millions dans cette affaire. Vous avez des bailleurs aujourd'hui qui prennent l'argent avec les citoyens. Il faut vivre en location pour le savoir, mais ils ne payent pas 1 centime d'impôt à l'État burkinabé, alors qu'en principe, ils doivent payer des impôts à l'État. Si à ce niveau, on peut faire quelque chose, ça serait une bonne chose, mais les 40 000 francs CFA, j'ai doute fort parce que vous aurez affaire à des bailleurs qui vous diront, allez-y au ministère de l'Habitat pour qu'on vous trouve des logements sociaux, parce que moi, j'ai investi mon argent, je n'accepte. Non, mais c'est la réalité, parce que si on n'a pas à l'avenir un gouvernement qui arrive à être fort, qui impose aux populations des faits réels, on ne va pas s'en sortir. Rappelez-vous les mesures sociales qu'on a eu à prendre par le passé pour baisser les prix des produits de grande consommation. Vous partez dans une boutique, on dit qu'on a baissé le prix, et vous disent d'aller dans la boutique du gouvernement pour payer. Donc ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, on vienne nous dire, allez-y vers les logements sociaux du gouvernement, parce que c'est sur cette base-là qu'ils ont fait leur évaluation. Moi qui suis bailleur, je ne me sens pas concerné par ce qu'ils ont fait comme travail. D'accord, Bernard. Oui, en fait, la mesure peut marcher
à condition que le secteur soit totalement professionnalisé. Bon, par exemple, quand Ismaël parle quand le gouvernement dit un investissement d'environ 7 millions, mais c'est comme il a dit, c'est-à-dire j'oublie la parcelle, ça fait partie de l'investissement. Donc aujourd'hui, la parcelle est à combien? Plus maintenant les 7 millions, on est presque à 12 millions. Si on prend une parcelle de 5 millions, bon, à 12 millions, il va en tenir compte. Ça, c'est un. Et il y a également le problème de matériaux de construction. Donc, ça dit que professionnaliser, c'est surtout travailler à ce que les sociétés immobilières là puissent travailler dans un certain registre qui permette de pouvoir évaluer, de quantifier et maintenant organiser le plafonnement des prix à ce niveau. Sinon, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que pour une maison qui est là, comment est-ce que maintenant on va faire l'évaluation des maisons existantes? Après construction. Voilà, après construction, surtout les maisons existantes aujourd'hui. Dans un an, comment est-ce que cette évaluation-là va se faire? Aujourd'hui, à Ouagadougou, il y a combien de bailleurs, il y a combien qui ont des maisons qui mettent en location, puisqu'il faut répertorier tout ça. Faire les calculs maintenant, comment ce travail-là va se faire. Et à côté, il y a des acteurs qui n'ont pas été pris en compte. Il s'agit des démarcheurs. Le ministre a reconnu que bon, les démarcheurs n'ont pas été pris en compte alors que les démarcheurs, ils sont pour quelque chose également dans la flambée des prix au niveau des locations. Donc, c'est mieux de professionnaliser le milieu. Dès que c'est professionnalisé, ça peut faciliter un certain nombre de choses. Mais si ça, ce n'est pas fait, je doute fort que ça ne marche pas. Parce que vous allez trouver des bailleurs, comme il a dit, bon, comme c'est comme ça, il faut aller voir le ministre. Voilà. Moi, ma maison, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Vous voulez une maison. Il y a une maison dans ces conditions. Voilà ce que dit la loi. Mais il dit, je ne peux pas faire ce que dit la loi. Mais en attendant, c'est vous qui voulez dormir. On fait comment? Donc, en fait, il y a ce qui fait que ça peut marcher, mais pas dans un an, ça va être très difficile. Oui. Peut-être dans 5 ans, mais pas sans être pessimiste, mais dans 5 ans, la population va augmenter. La population va augmenter. Il y aura plus Voilà. de pression. La demande va dépasser l'offre. le mieux, c'est... Forcément. Alors, il y en a qui disent également que ceux qui sont même chargés le plus souvent d'appliquer ce type de loi, ce sont eux qui sont les véritables bailleurs. Et si ça ne les arrange pas, ils ne vont pas y aller. C'est comme tout le monde le dit. Je crois qu'il y a la loi, comme on le dit, Dieu est la loi, mais c'est la loi. Mais en même temps, il y a l'application de la loi. Et c'est l'application qui a toujours posé problème. Paul Miki, il a donné l'exemple du Sénégal. Il a dit que c'est difficile à appliquer. Et quand il y a cette application qui est difficile, ce sera toujours pour le bonheur des vendeurs de sommeil. Mais le véritable problème, au lieu de s'attaquer au loyer et tout, je crois qu'il faut revenir à cette politique de logement, des logements sociaux. Je crois que c'est ça. Ça a été le faible, le tendon d'Achille, le point faible de tous les gouvernements qui se sont suicidés. Et je crois que sous la Révolution, il y a eu une amorce et il y a plein de gens aujourd'hui qui bénéficient de logements. Mais après, sous le régime précédent, c'était le chaos. Et donc, on a permis plutôt à des privés de s'enrichir sur la misère des populations. Voilà. Et aujourd'hui, il y a eu un projet comme Basenco. Mais Basenco, c'était une véritable arnaque. Quand vous allez là-bas, les logements qu'on vous propose, pour lesquels vous avez payé 7 millions, 9 millions, mais c'est pas bien fait. Moi, j'ai vu des logements que les gens ont construits dans les non-lotis qui sont même plus solides que ces logements qu'on a offerts aux gens à Basenco. Donc, je crois qu'il faut revenir. Et le souci de tout jeune Burkinabé qui commence à travailler, c'est avoir son chez-soi aujourd'hui. Donc, je crois que l'État a intérêt beaucoup plus à mettre l'accent sur cette politique de logements sociaux. D'accord, on va évoluer. On est beaucoup bousculé. Le temps nous court après. Alors, nous sommes quasiment à la fin de la transition. Le gouvernement de la transition a tenu son dernier conseil des ministres le mercredi passé. Alors, il y a des visites au revoir, de remerciements qui ont été effectués, notamment auprès des communautés. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait succinctement de faire un bilan de la transition, on ne va pas trop épiloguer dessus. Chacun va donner son point de vue, positif, négatif, mitigé. Oui, on commence par Morin. Mitigé parce que je n'ai pas eu l'impression que l'autorité de l'État, l'autorité des forces de défense, par exemple, a été réinstaurée.
Parce que moi, quand on a eu la transition, j'ai dit, bon, ça tombe bien, ne serait-ce que le civisme, ne serait-ce que dans la circulation, j'aurai des comportements qui seront forcément punis. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, il faut beaucoup de temps pour parler mais comme c'est devenu une question fermée, donc je dirais mitigé. Oui, Paul. Alors moi, je pense que le bilan peut être jugé globalement satisfaisant de mon point de vue, parce qu'il faut d'abord voir quels étaient les objectifs de départ qui étaient assignés à la transition. On sait quand même qu'après l'insurrection, on avait dit que la transition, c'était dans l'esprit de la charte de la transition, il fallait organiser des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense qu'à ce niveau, c'est fait. On a eu des élections et tout le monde en est satisfait. Les résultats ne sont pas contestés. De ce point de vue, on peut dire que la transition a marqué un point. Également, on a un certain nombre de lois qui ont été votées. Parce que quand on parle de transition, on voit les trois têtes, le président de la transition, le Premier ministre et également le président du Conseil national de la transition. À ce niveau, on a près d'une centaine, environ une centaine en tout cas, de lois qui ont été votées, parmi lesquelles il y a des lois emblématiques, comme la loi sur le bail locatif dont on parlait, il y a la loi sur la loi sur le bail locatif, il y a la loi sur comment on appelle, la corruption, il y a également la loi sur la dépénalisation des délits de presse qui nous concerne, qui nous concerne directement, faites bien de rappeler. Ça fait pas l'unanimité. C'est l'une des seules. Voilà. On va dire, voilà, ça fait partie des lois, presse, tout à fait. Donc c'est à ce niveau, on peut dire quand même qu'on n'oublie pas également la loi la loi qui a permis de verrouiller l'article 37 de la Constitution, qui a d'ailleurs motivé en partie l'insurrection populaire. Alors, de ce point de vue, on peut dire que tout, on est satisfait. Mais également, à côté de cela, il y a ce que l'on appelle l'état de droit, comme l'a dit Morin, qui n'est pas totalement rétabli, hein, parce que l'autorité de l'État n'est pas rétablie. On a eu une insurrection où il y a eu une certaine défiance de l'autorité, et cette défiance-là continue jusqu'aujourd'hui. On a pas mal de personnes qui ne respectent plus les lois. Les gens pensent qu'ils sont désormais débordés de droits. On ne pense plus aux devoirs que l'on a. Donc, ça fait qu'à ce niveau, il faut peut-être rectifier très rapidement pour qu'on n'aille pas faire des excès à ce niveau. Donc, de ce point de vue, globalement, on peut dire que la transition a réussi. Mais également, la fausse note, c'est que vers la fin de la transition, on a connu des comportements des autorités de la transition qui n'ont pas été du goût des populations. On a notamment les autocongratulations en fin de transition. On a des autonominations, des médailles qui ont été distribuées. Moi, j'aurais voulu quand même que pour cette transition, que les autorités, les différents acteurs de la transition fassent le boulot et qu'on transmette le pouvoir aux nouvelles autorités qui vont en leur tour les féliciter de leur manière, à travers des nominations, si vous voulez, à travers des distinctions, etc. Maintenant, cette forme d'autocongratulation me paraît un peu incongrue. Et on sait également que peut-être l'action qu'il faut mettre pour parfaire tout cela, c'est peut-être des outils dans les différents ministères, les différentes institutions sous la transition. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de remercier des gens et après on se rend compte qu'il y a eu des détournements, si vous voulez, au niveau de certains ministères. Moi, j'aurais voulu qu'on attende qu'il y ait des audits sous les 13 mois de transition pour se rendre compte quand même que les choses ont été claires. Parce que si demain on découvre qu'il y a un ministre qui s'est rendu coupable de détournement et qu'il a bénéficié d'une médaille sous la transition, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc c'est pour ça d'ailleurs que je dis la transition sera parfaite avec ces audits éventuels. D'accord, Ismaël. Je dirais que la transition a réussi sur 3 points, notamment l'article 37 qui a été verrouillé définitivement. Parce que pour moi, ils auraient échoué lamentablement si on n'avait pas touché à l'article 37. Deuxième élément, c'est l'organisation des élections pour moi, qui a été également un succès. Et le troisième point, de par tout ce qu'on a pu constater, c'est le démantèlement de l'ex-régime de sécurité présidentielle. Parce que c'est un point très important sur lequel on ne parle pas beaucoup. Peut mettre ça sur... Non, mais de toute façon, ils auront tenu. Et on dirait aussi que c'est le peuple qui a fait le travail en septembre dernier. Et là où il y a le gros échec, parce qu'il y a eu des habitudes qui se sont perpétuées sous la transition que moi je déplore. Et on invite aujourd'hui le prochain président Roch Marc Christian Kaboré avec le prochain Parlement à ne plus rester dans cette dynamique. Quand vous recevez un député de la transition qui vous dit qu'à un moment donné, parce qu'ils ont tellement travaillé qu'ils étaient fatigués, que le président de la du CNT, Chérif, leur donne à chacun 500 000 francs CFA, et vous faites le calcul, ça fait 45 millions de gratifications. Au même moment, dans ce pays-là, on vous parle d'austérité, des fonctionnaires qui sont là, qui n'ont pas de mandatement, qui n'ont pas de salaire et tout ça, il y a un problème. Donc, du coup, on n'invente rien. Moi, j'ai reçu un député qui m'a dit qu'ils ont reçu la gratification individuellement de 500 000 francs CFA par personne. Et quand tu fais le calcul, fois 90, ça fait 45 millions. Même si les présidents du CNT, aujourd'hui,
quand il pense qu'il est arrivé sous l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, et au même moment, Miki a parlé tout à l'heure des médailles. On a donné une médaille et 300 000 francs CFA aux victimes de l'insurrection et du putsch manqué. Et des députés vont s'asseoir grassement bien payés, on leur donne des gratifications de 500 000 francs. Il y a un problème. Donc du coup, ce sont des pratiques qu'il faut condamner avec fermeté aujourd'hui pour que ça ne se répète plus jamais dans l'histoire du Burkina. Parce que j'ai toujours dit une chose, c'est vrai que la transition a fait ce qu'elle a pu. Mais Roch Marc Christian Kaboré a de nombreux défis à relever. Si aujourd'hui, ils viennent prendre le pouvoir et ils ne veulent pas restaurer l'autorité de l'État parce qu'ils veulent contenter des gens, ils vont également échouer lamentablement. D'accord, oui. Bernard? Oui, sur certains points, on est d'accord. Alors, on pourrait dire que la transition a poussé le RSP à la faute pour pouvoir dissoudre. Bravo. Ça, Zida et son équipe aura réussi à ce niveau. Et le verrouillage de l'article 37, super. Le vote de certaines lois, comme Paul Miki l'a rappelé, oui. Le succès des élections, c'est bien. Mais, comme on le dit, les gratifications en fin de mandat ou en fin de mission, où on a l'impression que les gens veulent assurer leurs arrières avant de partir, ça laisse quand même un goût d'inachevé. On dit, il y en a qui ont travaillé dans leur ministère, ils ont mouillé le maillot, à tel enseigne qu'ils se sont fait des ennemis, ils n'auront plus de place au Burkina, donc c'est mieux de les mettre. Mais là, il y a un danger. Vous êtes en train de dire à ceux qui sont ici qu'un jour, si vous venez à la tête d'une institution et que vous avez le courage d'entreprendre des réformes courageuses, mais si vous n'avez pas une ambassade comme point de chute, il ne faut pas faire. C'est l'autre message qu'on envoie. Et c'est ça le risque. Non. La personne peut être ici, la personne a bien fait son travail, mais c'est attirer des inimitiés. Il n'y a pas de problème. Si la personne a correctement fait son travail, il n'y a rien à craindre. Même ceux qui tirent là vont dire oui, c'est vrai, on ne l'aime pas, mais ici, on est d'accord. Ça, on ne peut pas, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, voilà. Mais c'est des choses également qu'on pouvait, c'est comme Miki l'a dit, après vérification, on se rend compte qu'un tel, contrairement à ce qu'on pense, malheureusement, avec la gratification, ne méritait pas cela. Bon, on fait comment? Donc, effectivement, on aurait dû faire attention à ce niveau-là. Je pense aussi que le point faible de la transition, c'est d'avoir fait rêver, d'avoir fait miroiter et d'avoir promis des choses, d'abord qu'elle ne pouvait pas, mais qui ne relevaient même pas de sa mission. Pour mettre de l'emploi à des jeunes, pour un gouvernement d'un an qui est venu pour préparer pour une transition, pour mettre de l'emploi, de l'appui aux femmes, ça c'était vraiment pas leur mission. Et c'est ça également qui les rattrape, parce que comme ils ont promis, ils ont même tenté avec le programme d'urgence de la transition, mais bien entendu cela sera reversé dans le compte de l'évaluation et ça baisse la note positive. Mais en ce moment, ça c'est la transition elle-même qui s'est attirée d'autres missions qui n'étaient réellement pas la sienne. Alors, le plus rien ne sera plus comme avant. Mais avec la transition, ça n'a pas été totalement ça. Avec la transition, si tout plus rien ne devrait être comme avant. Il y a la gratification des députés qu'il vient de dénoncer, ça, c'était pas normal. Et ensuite, la question des autocongratulations, si tout plus rien ne devrait pas être comme avant, c'est à la République de venir récompenser ses enfants, mais pas aux enfants de prendre déjà l'initiative de s'autocongratuler. Ça, vous laissez déjà des éléments sur lesquels ceux qui viennent également peuvent se dire, si ceux-ci se sont permis, nous aussi, nous pouvons nous permettre, d'autant plus que d'ailleurs, ils étaient en transition. Ça, c'est un. Et pour terminer, c'est par rapport à l'autorité de l'État. Là, il faut insister. À ce niveau-là, rien n'a changé. On craint d'ailleurs que ce ne soit ça s'empire d'ailleurs, parce que quand vous observez, ceux qui réclament le changement ne sont même pas prêts à changer à leur niveau. C'est les mêmes là qui brûlent le feu, et c'est lui qui appelle à la radio ou qui écrit dans un article pour dire non, lui dénonce ici, il faut que les choses changent, alors que lui-même n'a même pas encore changé. C'est à ce niveau-là qu'effectivement, le plus long ne sera comme avant, devrait sonner d'abord chez nous individuellement avant d'aller, sinon c'est pas évident. Oui, un dernier mot, oui, Ismaël. Le plus rien ne sera comme avant, plus que jamais, c'est maintenant que ça commence avec le nouveau pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. S'il fait de bonnes nominations, il met des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour mettre fin, par exemple, à la corruption, à la malgouvernance, au népotisme, à l'affairisme, au copinage et tout ce que vous voulez dans l'administration publique, eh bien, c'est le plus rien ne sera comme avant. Et puis moi, j'attends de voir qui sera le prochain ministre de la sécurité de ce pays-là. Parce que vous savez, aucun pays dans ce monde ne peut se développer dans l'indiscipline, dans l'anarchie. Si les Burkinabés ne se rangent pas, si n'importe qui pense que même si un élève est en infraction, il faut sortir pour manifester parce que c'est un élève, il faut le libérer, je pense que dans ce cas de figure, on s'en sortira jamais. D'accord, oui. Alors, juste un mot, quand on parle de plus rien ne sera comme avant, j'ai constaté que l'avant-dernier conseil des ministres, il y a eu des passations de marchés. Beaucoup de marchés qui ont été passés de gré à gré. Alors, moi, j'ai tenté même de justifier cela en disant que, bon, lorsqu'on parle de passation de marché, c'est ce que c'était dans l'air du temps.
jusqu'au Conseil des ministres. Alors, lorsque j'ai écouté le ministre chargé du budget, Amina Bila, elle dit que non, il fallait faire vite pour mettre ça dans le bilan de la transition. Donc ça, c'est un argument qui ne me convainc pas. Ça veut dire que, bon, on aurait dû, quand même, il n'y a pas d'urgence à cela. Ça n'explique pas l'urgence de passer ces marchés de cette manière-là. Parce qu'il faut faire vite pour que ce soit un bilan qu'on met dans la balance de la transition. Ça, ce n'est pas un argument qui tient la route. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau également, c'est un échec. On a échoué à ce niveau. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci à tous. On est pris par le temps. Nous n'allons pas avoir le temps nécessaire pour parler du Burundi. Ça sera chose faite si tout va bien le dimanche prochain. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, ce numéro de débat de presse. Alors, j'étais donc en compagnie de Morin Yabongbe, du mensuel Fasozine de Ismaël Ouedraogo, de la radio Waga FM, de Bernard Bougouma, de la radio Omega FM et de Paul Miki Rwamba du bimensuel Courrier Confidentiel. Merci à tous d'avoir d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dimanche prochain si tout va bien.